C'est parti, nous sommes en direct. Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire d'IRMD. Nous sommes, c'est au mois d'octobre, donc c'est simple, c'est le 10e webinaire. On est vraiment très content de vous retrouver encore aussi nombreux pour ce sujet. Alors le sujet, alors déjà ça va commencer, je sens que tout le monde, il y en a qui vont être à fond dans le chat. Alors rapidement, qui je suis? Je suis Christophe Thiel, je suis le gérant d'une société qui s'appelle Blueboat. On est spécialisé dans l'accompagnement des entreprises pour gagner de l'argent durablement grâce au web ou en économiser. Voilà, c'était la partie commerciale de Blueboat. L'IRFD, qu'est-ce que c'est? C'est une journée normalement qui a lieu tous les ans, depuis 10 ans maintenant, et c'est en présentiel, mais vous imaginez bien que cette année, nous n'avons pas pu le faire, et nous avons décidé de faire 12 webinaires avec 12 sujets, tous intéressants, et celui-ci également, et encore plus, vous allez voir, parce que là, je pense que, alors quand on l'a préparé, je vous dis tout de suite, on s'est dit, on peut faire 4 heures sur le sujet. Antoine, Michael, on va être obligé de faire qu'une seule heure. Voilà. Donc, bienvenue à tous les deux. Je vous passe la parole après, je vous présente rapidement, mais pour tous les participants qui arrivent au fur et à mesure, je crois qu'il y a Xavier Noël, je le salue parce que Xavier Noël il est souvent présent. Je vois pas d'autres noms que je. Pardon, je n'arrive pas à regarder. Fiona, voilà, il y a Célia qui est là. Bonjour à tous. À droite, vous avez le chat où vous pouvez dire bonjour, ça c'est une chose, mais par contre, vous pouvez surtout poser des questions. Juste à côté de chat, vous avez questions. N'hésitez pas à prendre les questions et Thibaut, qui est juste ici, Thibaut va pouvoir prendre ces questions. Donc Thibaut représente Blueboat sur Strasbourg et donc il accompagne aussi nos clients pour qu'ils gagnent de l'argent avec le web durablement. Voilà. Alors le SEO, on vous a mis un sujet, idée perçue et vrai moyen de performer. Je vous avoue que quand on s'est dit, bon, alors, qu'est-ce qu'on va raconter? Et puis, moi, j'aime bien regarder tous les jours ce qui se passe sur ce sujet, et notamment aujourd'hui un peu plus. Donc, je me suis dit, je vais aller regarder sur Twitter, tout simplement, le SEO. Donc, j'ai tapé SEO dans Twitter, juste l'acronyme. On verra ce que c'est le SEO. Pour ceux qui, mais je pense que vous le connaissez tous, hein. Qu'est-ce qui ressort sur les dernières 24 heures en petits termes qui ressort? Page zombie, Search Console, Sitemaps, la position 0 ne sert à rien, netlinking, recherche vocale. Quand vous prenez tout ça, soit vous êtes un expert et vous avez tout compris, soit vous ne l'êtes pas. Et là, je pense qu'on va demander à nos deux experts de s'exprimer sur le sujet parce que, notamment page zombie, moi, je ne sais pas ce que ça veut dire. Volontairement, hein, je vous dis, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je joue un petit peu. Je vais reprendre des chiffres. Par contre, je me suis revenu à des chiffres là qui sont plus des statistiques de 2021 et qui sont de la source CFEVAD. 3,5 milliards de recherches sur Google par jour dans le monde, juste pour vous donner un ordre d'idée, ce qui représente 80 000 recherches par seconde qui sont effectuées. Donc, je pense qu'on peut dire que c'est un outil qui a quand même une petite importance au niveau Google. 93% du parcours client sur le net commence par Google. Donc, ce qui veut dire qu'effectivement, on peut parler des réseaux sociaux, mais le parcours client, 93% commence par des moteurs de recherche. Les résultats naturels de Google en première page affichent un taux de clic moyen de 31,7%. C'est-à-dire que si vous êtes en les premiers résultats naturels de Google, vous êtes cliqué à 31,7%. Par contre, si vous êtes en deuxième page, c'est moins de 1%. On est à 0,78% où les utilisateurs vont aller cliquer. Il y a une phrase qu'on dit toujours dans le domaine du SEO, vous la connaissez sûrement tous, c'est si vous avez un corps à cacher, vous le cachez en deuxième page de Google, parce que personne n'y va. Je pense que ce chiffre est assez intéressant là-dessus. Bref, on ne va pas vous inonder de chiffres, ce n'était pas l'objectif de la matinée. Enfin, pardon, je suis déjà parti sur une matinée, sur l'heure.
tapez juste SEO en chiffres dans Google, justement, et vous allez retomber sur cette infographie de la FEVAD qui est assez intéressante, qui va vous permettre justement de vous donner des chiffres si vous êtes intéressé par tous ces chiffres. Par contre, aujourd'hui, on le sait, le SEO, donc le référencement naturel, cet acronyme, c'est un de ceux qui sont les plus utilisés. Vous l'entendez à toutes les sauces, le référencement naturel, le SEO, mais c'est aussi un de ceux qui sont l'un des termes les plus galvaudés dans notre domaine et effectivement, on voulait casser ces fantasmes et ces mythes qu'il y a autour du SEO. Et donc, on s'est dit, ben, on va faire appel à deux personnes. Il y en a une que je connais mieux que l'autre, euh, mais on s'est dit qu'on allait faire appel à deux experts. Antoine Romain, ben Antoine, je vais te laisser te présenter, et puis je passerai après la parole à Mickaël. Antoine, qui es-tu? Bonjour à tous. Alors, Antoine Romain, je suis dans le web depuis 2010, donc ça fait un peu plus de 10 ans que je fais du référencement. J'ai travaillé 8 années en agence et maintenant je travaille à mon compte en freelance et aussi pour le compte d'agence. Voilà, pour booster la visibilité de mes clients, que ce soit en SEO, en SEA et aussi un petit peu en SMO, donc sur les réseaux sociaux. Mickaël. Bon, Oui, Mickaël, je te connais un petit peu plus. Qui es-tu, Mickaël? donc je suis chef de projet stratégie chez Blueboat et spécialiste SEO et sémantique. On en parlera un petit peu plus tard, mais effectivement, c'est très, très lié au domaine du SEO. Ok. Je regarde s'il y a déjà des questions. Non, il n'y a pas encore de questions. Ah, si, Xavier Noël qui nous. Forcément, Xavier Noël a toujours des questions. Est-ce que ces chiffres parlent de SEO ou aussi de SIA? C'était a priori que le SEO, Xavier Noël. Justement, Antoine, j'ai une question à te poser. Et je la poserai aussi à Mickaël. C'est quoi pour toi le SEO? Si on devait en faire une définition simple, on va commencer sur les bonnes bases. On va commencer simple pour le moment. C'est quoi pour toi le SEO? Euh, pour moi, en fait, le SEO, ça va être simplement l'optimisation d'un contenu tel qu'il soit pour qu'il soit le plus visible sur Internet. Donc, en fait, du référencement SEO naturel, on peut en faire n'importe où où il y a un moteur de recherche. En fait, ça va être ça, ça va être de mettre un contenu dans une base de données, que ce soit Google ou un autre moteur de recherche, et faire pour que la visibilité soit maximum. Donc, pas forcément la position la plus haute, mais celle qui attirera le plus de clics pour les internautes. Ok. Mickaël, toi, comment tu vois les choses du SEO et ta Alors, définition? concrètement, ça va être un peu une redite de ce que dit Antoine, Oui. mais c'est de loin pas une discipline. Effectivement, c'est un ensemble de leviers, de disciplines qui vont permettre d'améliorer, d'optimiser la visibilité des pages d'un site, du site, mais pas que, pour permettre d'être la réponse à des questions potentielles de clients, d'internautes, de personnes qu'on a en face, auxquelles on veut parler. Ok. Moi, je vais vous poser une question tout de suite. Le SEO, c'est une pratique technique ou c'est une pratique rédactionnelle ou sémantique? Là, je reprends les termes. Parce que souvent, il y a deux approches souvent qui sont opposées sur la notion technique ou rédactionnelle. Pour vous, c'est quoi? Michael, toi, ta vision de ça? Alors les deux, même s'il y a souvent un chemin qui consiste de prime abord à réparer ou à optimiser des critères techniques, à mon sens, c'est indissociable d'avoir, si on veut rendre un discours clair et visible, on peut pas se permettre d'avoir un mauvais discours ou un discours mal ciblé, mal optimisé et de faire des optimisations techniques. C'est vraiment indissociable. Il faut agir sur les deux. Ok. Antoine, toi, ta vision, c'est la même? Bah, ça va dépendre pour certaines choses. Le technique, en fait, va être un frein. Donc, en général, moi, je suis un peu de l'école d'essayer de nettoyer, d'enlever les freins au début, et puis après, de travailler la sémantique. Mais en fait, c'est des choses qui peuvent être travaillées en parallèle. Simplement, vous pouvez avoir le meilleur contenu du monde. Si jamais, techniquement, votre site n'est pas propre et permet pas, à Google d'accéder à vos beaux contenus, bah, du coup, ils serviront à rien. Donc, c'est pour ça, c'est des choses qui vont quand même ensemble au final parce que ben, voilà, il faut avoir une structure technique propre, saine, qui permet facilement à Google d'accéder à vos beaux contenus. Ok. Justement, si on parle on va parler dans le concret, on va aller tout de suite dans le vif du sujet, parce que là, on va dire que pour l'instant, c'est des généralités.
grosso modo, on parle du technique qui est un élément important parce que si notre site n'est pas bien optimisé techniquement, effectivement, on va avoir des problèmes pour se référencer. Et après, on parlera du rédactionnel, ça on y viendra par la suite. Les points techniques qui seraient à vérifier et que nos participants pourront aller tout de suite voir sur leur site et se dire, bah ok, voilà, j'ai 3, 4 points à vérifier techniquement pour être sûr que ça fonctionne. Michael, toi, tu conseillerais de faire quoi et quels outils aussi, ça serait intéressant de dire bah, quels outils peuvent tester. De prime abord, j'ai envie de dire la Google Search Console, qui permet de vérifier déjà pas mal de choses, pas mal d'éléments techniques et de messages d'erreur sur un site internet. Tout le monde a la Google Search Console? Tout le monde Alors, a la Google Search Console installée? Tout le monde devrait l'avoir en théorie. C'est gratuit, mais tout le monde ne l'a pas. En fait, tout le monde ne l'utilise pas. Tout le monde ne connaît pas forcément l'existence de la Google Search Console. J'ai envie de dire, tout le monde ne sait pas forcément non plus comment interpréter les messages, mais ça permet de vérifier déjà un certain nombre de critères techniques, l'ergonomie mobile et la manière dont Google va comprendre un site et va repérer certaines erreurs. Ça peut être des leviers très importants de visibilité, des leviers très importants en termes de SEO. Donc, j'ai envie de dire, de prime abord, déjà d'aller vérifier ce qui est visible à cet endroit-là. Ok. Antoine, un autre point technique à vérifier? Ah, mais en fait, c'est pas forcément. Si, ça va être un point technique, mais en fait, ce serait d'aller vérifier votre indexation. L'indexation, c'est le fait d'avoir nos pages présentes dans Google, qu'elles soient bien dans son index. Et en fait, avec une commande site de points, plus vous ajoutez votre URL, le nom de domaine de votre site web, vous allez savoir combien de pages de votre site sont présentes dans Google. Vous comparez ce nombre de pages présentes dans Google à votre vrai nombre de pages, votre nombre de pages réelles, et vous aurez un taux d'indexation. Et comme ça, vous saurez quelle est la part de vos pages qui sont présentes dans Google. Et en fonction de ça, si votre part est très petite, il y a peut-être un problème d'indexation, il y a peut-être un problème technique qui va vous empêcher d'avoir toutes vos pages dans Google. À voir. Ok. Allez, un petit dernier pour la route, un autre élément qu'on pourrait regarder. Le page speed, le Google Page Speed, c'est un outil qui va avoir la vitesse en fait de chargement de votre site, de vos pages. Donc ça, c'est de plus en plus important, non seulement en fait pour Google, mais surtout pour l'utilisateur. En fait, l'utilisateur sur Internet, si un site met 3 secondes à charger, il va aller vers un concurrent. Donc ça, vraiment, essayez d'avoir les meilleures notes possibles et suivez les conseils qui sont donnés dans ces outils-là, que ce soit le Google PageSpeed Insight, ou il y a aussi d'autres outils qui font ça, comme Dairboost, GTmetrix. N'hésitez pas à tester votre site là-dedans pour voir s'il est suffisamment rapide ou pas. Ok. Un Donc, petit point. Ouais, vas-y, Michael, vas-y. C'est pour parler de critères à vérifier. Beaucoup de gens auraient tendance à vérifier l'affichage de leur site sur mobile, sur un mobile. Et ce n'est pas forcément la solution idéale, puisqu'il y a des outils. Les outils de Google permettent de vérifier comment Google voit réellement l'ergonomie mobile d'un site. C'est un critère important pour le positionnement, le référencement et la compréhension des moteurs de recherche. Donc, j'invite vraiment à utiliser ces outils d'analyse. Parce qu'il y a vraiment une différence entre j'ai un site qui est responsive et j'ai un site qui est vu par Google au niveau de l'ergonomie mobile. Il y a vraiment une différence qui peut être vue. Alors, il ne devrait pas y en avoir, mais sur pas mal de sites sur lesquels on va faire des audits, on voit une différence parce qu'il y a des critères très techniques qui sont mal appliqués, qui sont mal mis en place. Et le site n'est pas vu correctement par Google, alors qu'effectivement, sur un appareil mobile, le site va s'afficher correctement. Ok, voilà, pour les participants, ça vous fait déjà 3-4 choses à vérifier. Déjà, si vous avez la Google Search Console, c'est déjà un point. Je vous avoue que régulièrement, on voit que ce n'est pas mis en place et que c'est un vrai bel outil qui est proposé par Google. Et puis après, les autres qui ont été proposés, n'hésitez pas à les utiliser. Effectivement, ça vous donne déjà des points à améliorer déjà. On parle de SEO. Donc, on a parlé d'un point de vue technique. Le rédactionnel, finalement, va être un sujet dont on va parler là tout au long de ce webinaire. Mais moi, j'ai une question par rapport à… on a le SEO d'un côté.
Mais comment on fait pour l'accord avec la stratégie globale de l'entreprise? Enfin, est-ce que cet élément, il est pris en compte à chaque fois que vous intervenez chez des clients? Comment vous travaillez les choses par rapport à ça? Est-ce que vous êtes d'accord qu'effectivement, c'est difficile d'être décorrélé de la stratégie globale de l'entreprise? Antoine, Michael, comme vous voulez. Antoine? Ouais, allez. Bah, le fait est que le SEO, en fait, nous, souvent, on travaille sur le SEO et en fait, on peut apporter du trafic qualifié sur un site web, il n'y a pas de souci. Mais des fois, il y a des choses qui vont faire que ça ne convertit pas. Ça peut être, par exemple, un produit qui est trop cher ou un produit qui n'est pas de bonne qualité ou alors il va y avoir quelques conversions, mais sauf que le service après-vente ne sera pas bon. Qu'en fait, faut pas oublier que le SEO, c'est pas magique. Ça peut vous apporter du trafic qualifié vers votre site web. Mais si votre offre ou votre produit est pas bon ou est pas au prix, voilà, ça peut coincer aussi. Donc, faut pas oublier que c'est simplement un levier et qu'il faut quand même que votre marketing soit très bien travaillé en fait et que bah, des fois l'un va pas sans l'autre et vice-versa, quoi. Ok. L'interlocuteur, la plupart du temps, justement, dans l'entreprise, c'est qui l'interlocuteur d'agence SEO? On parle justement des marketeurs ou est-ce que Bah ou c'est ça, la ouais, partie commerciale, justement, ça dépend en fait. Ça va dépendre un petit peu de la taille de la société. Dans une grande société, on va avoir un responsable marketing ou quelque chose comme ça. Dans des sociétés plus petites, ça peut être le patron qui gère un petit peu tout, qui a un peu toutes les casquettes. Ouais, je pense en général, ça dépend de la taille de l'entreprise et de ce qu'ils ont en interne, quoi. Ok, ok. Michael, Ouais, encore un, mais mais en fait, le SEO, je suis toujours assez surpris que finalement le SEO ait l'air pour beaucoup d'entreprises d'être complètement dissocié du reste de la stratégie et du reste des leviers, alors que c'est vraiment un levier complémentaire, c'est quelque chose qui vient se greffer, c'est très organique en fait, ça vient complémenter le reste, l'expérience utilisateur, le service au client, le service à l'utilisateur, et comme disait Antoine, on peut se positionner extrêmement bien, ça ne fera pas de miracle en fait. D'autant qu'il faut se positionner sur les bons termes et on y reviendra peut-être plus tard, mais ça fait partie du travail également. Donc c'est pas miraculeux et il va falloir soulever éventuellement d'autres problèmes ou d'autres éléments bloquants dans l'architecture d'un site, dans la manière de s'exprimer ou dans ce qu'on propose à la personne qui va arriver sur les pages du site. peut-être la notion de résultat également, parce qu'à un moment, si je dis n'importe quoi, vous avez le meilleur SEO du monde et vous avez les meilleurs positionnements. Si demain les avis sont négatifs sur la première page de résultats, c'est ce qu'on disait, hein, finalement, 93%, je crois que c'est ça le chiffre, 93% ne vont pas plus loin finalement que la première page, ou en tout cas vont vite utiliser la première, 97, pardon, vont utiliser la première page. Ça veut dire que si j'ai des avis négatifs sur cette première page, sur certaines requêtes, à un moment, il va falloir peut-être travailler ses avis avant de travailler son SEO. On est en phase là-dessus ou pas? Oui, Ouais, oui. complètement. Ok. Un, un autre point, Vas-y. un autre point aussi qui est important, c'est que le référencement, des fois, il peut agir sur le domaine physique, en fait. Par exemple, pour des clients dans les montres, c'est un problème que j'ai souvent retrouvé dans l'horlogerie, c'est que chaque produit n'avait pas son nom propre. En fait, dans une famille de montres, on avait plusieurs montres qui avaient des différences, et le seul Ok. truc qui permettait de les différencier, c'était un numéro de série ou une référence qui parle à personne, en fait, qui parle Donc juste, voilà, AF voilà, une 358. suite de chiffres Ok. avec des lettres, quelque chose vraiment ben, qui contient pas de sémantique. Et je donnais en exemple des fois Rolex, parce que justement, Rolex, sur chacune de leurs montres, ils ont bien un nom pour chaque modèle de montre. Et ça, point de vue du référencement, c'est important aussi. Et c'est là qu'en fait, le référencement doit travailler aussi avec le marketing de base parce Ok. que c'est important en fait d'avoir un nom de produit pour chaque produit et pour qu'on puisse le différencier dans le contenu des autres produits qui sont proches ou similaires, quoi. Tu Euh, parlais, pardon, Vas-y, Michael. tu parlais des avis également et qui en fait sont également très liés au SEO puisque c'est un élément de réassurance, mais il y a des moyens SEO de les mettre en avant, d'avoir les fameuses petites étoiles dans les résultats de recherche. Donc
là encore, en fait, c'est très lié à de la technique SEO et de la relation client. Donc ça, c'est de la technique. Comme ça, on va au bout des choses. C'est quoi la technique pour avoir ces étoiles dans son site, enfin, sur son site internet et que ça ressorte dans les résultats de Google? En fait, c'est un balisage. C'est un balisage à mettre en place. D'accord. Un balisage, ça va être selon le contexte, selon ce sur quoi les avis sont déposés, ça va être un balisage spécifique qui va permettre de faire reconnaître à Google la présence de ces avis pour qu'ils puissent afficher les étoiles dans les résultats de recherche. D'accord. Donc, si les participants veulent avoir ça, qu'ils aillent voir leur agence et qu'ils leur demandent c'est le balisage microdonnées, c'est ça? C'est ça, balisage microdonnées, ouais, qui est avec Ok. des nomenclatures très très strictes, mais il faut que ça soit mis en place quand les données sont là, c'est vraiment important. Ce serait dommage de passer à côté. On peut le mettre après coup sur le site? Oui, Enfin, oui, on n'est pas obligé de le mettre au lancement du site, on peut le mettre après, pas de problème. oui, Ok. complètement. Ouais. Voilà. Donc ça donne des pistes, hein. Moi, l'idée, c'est de donner des pistes. On est toujours très factuel, hein, vous le savez, à l'IRFD, donc c'est de donner des pistes à nos participants. On parle de stratégie marketing ou stratégie globale, web marketing, après, comme on veut. Moi, j'aime bien parler de stratégie marketing parce que je considère que le web n'est qu'un outil de la stratégie marketing. Mais ça, après, ce n'est que mon point de vue. On parle de points d'impact. On avait parlé de points d'impact ensemble pendant la préparation et un des points d'impact également, Xavier Noël en a déjà parlé sur une de ses premières questions, c'est le SEA. Pourquoi je m'embête à faire du SEO alors que le SEA peut m'apporter tous les contacts que je souhaite et en plus, je suis positionné en première page de Google. Donc, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que la première page de Google, elle est la plus importante. Et en plus, c'est même pas la première page. Souvent, c'est les 3 premiers résultats. Ou en bas, peu importe, mais en tout cas, on est bien positionné. Comment on travaille cette notion de… Alors, je vous pose 2 questions en même temps, comme ça, après, je vous laisse parler. Le point d'impact et le SIA par rapport à l'ensemble de ce mix marketing global. Antoine. Ok. Les points d'impact, en fait, ils vont être liés à la teneur en fait, du besoin client. La requête en fait, que l'utilisateur va taper dans Google, elle peut être de différents types. On peut faire une requête navigationnelle, c'est-à-dire une requête, par exemple, je veux aller sur Allo Pneus, je tape Allo Pneus et Google me donne le résultat, m'affiche le site de Allo Pneus. Ça, c'est simplement quand on veut naviguer vers un site. On a des requêtes informationnelles où en fait, on cherche une information. Quelle est la météo d'aujourd'hui? Comment, je sais pas, comment tondre mon gazon avec une faux. Enfin, voilà, peu importe la question, ça va être une recherche d'informations. Et après, on a aussi celles qui vont être plus intéressantes d'un point de vue monétaire ou d'un point de vue financier, parce que du coup, elles sont plus corrélées à du commercial. Ça va être la requête justement commerciale, où on cherche une information sur un produit, par exemple, meilleur pneu hiver, pas cher, ou des questions un petit peu comme ça, où là, on va chercher de l'information juste avant de faire un achat. Et puis le Saint Graal, en fait, la requête qui apportera le plus d'argent, ça va être la requête transactionnelle, où là, vraiment, on est déjà dans l'action et on va vouloir procéder à un achat, mais ça peut être aussi achat Nike Air Max, ça peut être création compte Facebook. C'est en fait dès qu'il y a une action, dès qu'on cherche à faire une action, Okay. que ce soit un achat, une création de compte ou une demande de devis, des choses comme ça. Dès qu'on fait ça, en fait, ça va être de la requête transactionnelle. Ok. Et en fait, selon le type de requête, on va avoir des points d'impact qui vont être importants. Donc, sur la requête transactionnelle, on est déjà le plus abouti, mais avant, la requête informationnelle, par exemple, va être très importante. Si quelqu'un, je ne sais pas, cherche à acheter des pneus, là, pour garder cette thématique, vu que ça va bientôt, on est bientôt en hiver, quelqu'un qui se dit qu'est-ce que c'est des pneus 4 saisons, par exemple, on peut faire un contenu où on va répondre à cette question. Qu'est-ce que c'est des pneus 4 saisons? À quoi ça sert? Quel est l'intérêt? Quels sont les désavantages? Et du coup, ça va permettre d'avoir un premier point d'impact vers un internaute. Et après, quand il voudra acheter ses pneus, il va se souvenir, ah tiens, Allo Pneus, c'est eux qui m'ont expliqué ce que c'était les pneus 4 saisons. Du coup, ils doivent être bons dans le domaine, enfin, où c'est des spécialistes. Et du coup, c'est ça, c'est d'avoir en fait un maximum de points d'impact
auprès des utilisateurs pour que la prochaine fois qu'ils pensent à votre thématique, et ben, du coup, ça soit votre marque qui vienne à leur esprit, quoi. Ok, ok. Michael, sur cette notion les points d'impact, mais aussi le SIA, le SEO qui vient en complément, comment travailler ça justement finalement pour avoir une cohérence entre l'ensemble, enfin sur l'ensemble et toi sur tes stratégies, ben, qu'est-ce que tu proposes? Déjà, de ne pas faire le travail deux fois. Finalement, le travail de recherche d'expression et de positionnement, si on le fait en SEO, autant que ça serve en SIA. On le voit souvent, c'est les gens font le travail en SEO et puis ont déjà un SIA en place, mais ils ne vont pas s'inspirer de ce qu'on trouve dans les expressions pour complémenter leur SIA. C'est juste très, très dommage. Et en fait, finalement, on va pouvoir, en travaillant conjointement ces deux leviers-là, démultiplier les positionnements. Antoine parlait des différents types d'intentions. Autant être présent sur la majorité de ces points d'impact, pouvoir répondre aux questions lors de la recherche de renseignements, aux étapes suivantes, et finalement être présent encore une fois lors de l'étape transactionnelle. Voilà, ça va être effectivement de travailler les deux ensemble. On va avoir une visibilité potentiellement, si elle est bien travaillée, rapide en SIA. Et puis sur le moyen terme, plus long terme avec du SEO, on peut parler par exemple d'une entreprise qui aurait des problèmes de visibilité immédiate, qui a un besoin très rapide. On va pouvoir mettre en place rapidement des actions SIS sur des thématiques, sur des mots-clés, et puis travailler sur le fond, le SEO, pour venir complémenter, être présent plus souvent, de manière plus régulière et de manière plus cohérente vis-à-vis des clients qu'on veut toucher. Ok, ok, ok. Vas-y, Antoine. Et les deux, en fait, peuvent se nourrir aussi, parce que le SEA, on peut justement tester rapidement des mots-clés. Donc, on va les tester pour voir s'ils fonctionnent bien, s'ils convertissent bien, pour après les travailler en SEO, vu que ça va prendre beaucoup plus de temps. Donc, ça peut être un gain de temps au final de tester certaines expressions pour être sûr qu'elles convertissent bien avant de les intégrer à notre stratégie SEO et vice-versa au final. Donc le SEO et le SEA, c'est bien de les travailler ensemble. C'est deux leviers qui vont être complémentaires et puis qui permettent aussi, comme on disait tout à l'heure, d'avoir la meilleure visibilité. Donc si par exemple vous êtes présent en SEA et aussi en SEO, vous allez occuper plus d'espace sur la page de résultats et mathématiquement, vous aurez plus de chances d'être cliqué. Mais comment on définit sa notion de point d'impact? On parlait des points d'impact tout à l'heure et sur quel point d'impact je veux être. Comment on définit ça? Comment vous avez vous avez des outils, vous avez une démarche qui permettrait justement d'identifier ces points d'impact? Je sais pas, je suis dans le domaine, je prends ceux qui sont dans la liste, il y avait du vin, il y avait peut-être du textile, enfin voilà. Comment je choisis mon point d'impact, mes points d'impact, pardon. Michael, Non, tu mais veux- écoute, Ok. je te laisse la parole, pas de souci. Du coup, par exemple, si on prend le vin, en fait, voilà, c'est quelque chose, je pense, où il y a beaucoup de monde qui aime ça. Il y a différents niveaux, je pense, dans chaque personne qui boit du vin. Ça va être en fait d'essayer de trouver toutes les questions ou en tout cas tous les besoins euh, que les internautes vont avoir sur la thématique du vin. Donc, si on part sur les questions en fait, que se posent les internautes, c'est un petit peu ce que les internautes vont taper dans le moteur de recherche. Surtout maintenant, un petit parallèle avec les requêtes vocales, où en fait on parle de façon plus naturelle et beaucoup moins robotique. Avant, on pouvait mettre achat, bouteille de Bordeaux pas cher. Maintenant, si on pose une question à son téléphone ou à son assistant, Alexa, Google ou autre, on va lui dire quels sont les vins de Bordeaux les moins chers proches de moi, ou voilà, on va être sur des questions plus précises. Mais en tout cas, on a Ce qu'on appelle les questions d'usage. Par exemple, quel ouais, Bordeaux va avec, je sais pas, voilà, avec du poisson, avec tiens. du poisson, Truc. par Voilà, exemple. voilà. Tout ça, en fait, on va aller s'inspirer de ce que Google nous donne. En gros, Google, quand on fait une requête, il va nous montrer de temps en temps des questions. Je pense que vous avez déjà vu un encart, en fait, quand vous tapez une question. Par exemple, si vous tapez dans votre moteur quel est le meilleur vin, peut-être qu'il y aura d'autres questions. Et c'est les autres questions posées, donc c'est les People Also Ask, PAA, vous en avez peut-être déjà entendu parler. Et en fait, on va aller récupérer ces questions-là. On a des outils qui permettent de le faire. Donc ça peut être Asking Franklin, ça peut être Answer the Public,
ou sinon un petit outil qui est gratuit totalement. Enfin, les deux autres sont en freemium. Et celui qui est totalement gratuit, c'est SEO Mignon. C'est un add-on Chrome. Je vous conseille de le télécharger. Il permet de faire vraiment pas mal de choses et il est gratuit. Donc, Donc, il te n'hésitez permet pas quoi? Il te permet de Il- remonter les questions qui sont En sur, fait, sur tes thématiques, c'est ça? sur une page de Google, je vais taper une question pour essayer justement d'avoir cet encart avec des questions. Et Ok, en fait, il va aller cliquer sur chaque question. Et en fait, quand il clique sur une question, ça en ouvre de nouvelles. Et ok, en fait, je vais lui dire, ben, soit fais-moi le level 2. Donc, il va venir, il va cliquer 2 fois sur chaque résultat. Et du coup, en fait, il va me lister toutes ces questions-là. Et ok, après, je vais recommencer, je vais répéter l'opération avec différentes questions sur le vin pour essayer de toucher un petit peu toutes les thématiques qui seront recherchées par les internautes. Donc le vin, ça peut être une notion de prix, ça peut être une notion de couleur, une notion de goût, une notion de géographique. Donc je vais aller un petit peu chercher, essayer de défricher tout le spectre en fait des ok. thématiques qui intéressent les internautes sur le vin et je vais aller récupérer toutes ces questions. Ok. Et après, une fois que j'ai ces questions, ben, à moi de réfléchir pour soit faire des contenus, en fait, faire une stratégie qui répondra au maximum de ces questions, Ok. quoi. Ok. Alors, vas-y Thibaut. Je pense que tu allais poser ce que j'allais dire. Vas-y. J'allais poser la question. Et beaucoup de participants demandent le nom de ton outil, Antoine. SEO Mignon. Je peux vous le mettre dans le chat. Je suis désolé, j'ai le nez pris, je suis malade depuis une semaine. Je Je vais le vous mets dans le marquer. chat, t'inquiète Ouais. pas, Romain, je m'en occupe. Oui, on nous dit c'est mignon. Oui, tout à fait. Ouais, SEO Mignon. Ouais. SEO comme le SEO Mignon. Ok. Et c'est un add-on, il est disponible, je crois, sur Chrome et sur Firefox, il me semble. Bon, Virginie Hélène, tu as vu, c'est pas mignon. C'est pas mignon GN, ouais. Euh, ok. Moi, j'avais une question, Mickaël. Il y a quelque chose, enfin, souvent on dit que si tu fais du SEA, du coup tu payes Google, donc ça veut dire que Google va favoriser ton contenu naturel. Ça fait, je pense, 15 ans que j'entends ça, et je l'entends toujours. Est-ce que c'est vrai? Bah, c'est comme beaucoup de choses en fait, c'est beaucoup d'idées qu'on a et on se dit que peut-être oui, mais non. A priori, ce serait pas forcément le cas. Maintenant, je pense qu'il y a quelquefois des cas de figure où on a des retours un petit peu curieux en termes de positionnement de certaines pages quand il y a du SIA qui est fait. Ce qu'il faut se dire sur le fond, c'est que finalement, tous les leviers qui peuvent être utilisés pour rendre plus visible une page, un site, un contenu, doivent être utilisés. Ça recoupe un petit peu ce que disait Antoine, je trouve, sur le fait d'être, même si on est 2 fois sur une page de résultats Google en SIA, en SEO, c'est pas anodin, ça permet d'avoir plus de surface d'affichage. Mais c'est quand même un peu beaucoup de serpents de mer SEO qui se baladent. A priori, il ne devrait pas y avoir de corrélation, mais en tout cas, il est fort probable qu'il y ait des choses qui se passent par moment au niveau des algorithmes Google. Ok. Antoine, un point à ajouter sur ça, justement? Ouais, ben, enfin, en fait, là-dessus, je comparerais par exemple, si vous mettez vraiment des moyens, en fait. Par exemple, demain, vous faites une pub télé en disant à la fin de la pub, bah, tapez le nom de votre ville plus Mm. Trivago ou hôtel ou machin, et que voilà, on tombe sur votre site web, bah, en fait, c'est comme ça va faire venir du monde sur votre site web. Du coup, Google va se dire, voilà, il y a plus de gens qui cherchent ce site web, du coup, il est intéressant. Et en fait, c'est un effet indirect, un petit peu comme si vous faites de la pub télé, radio ou autre. En fait, donc, si vous faites de très gros investissements en SEA, ça peut peut-être potentiellement avoir un effet, un impact indirect sur votre SEO. Mais je pense, enfin, faut pas chercher ça, quoi. Enfin, parce que dans une thématique, peut-être que ça arrivera avec des dépenses assez modestes, Ok. mais dans d'autres thématiques, il faudra sortir des millions d'investissements publicitaires sur Google Ads. Et, enfin voilà, le but vaut mieux avoir une stratégie cross-média, cross-canal où vous avez, voilà, vous allez sur tous les endroits qui sont intéressants et qui pourront vous rapporter de l'argent, quoi. Que ce soit Parce que, le SEO, le SEA, l'emailing ou toute parce que autre chose. finalement, c'est. Pardon, j'ai perdu ma question. C'est pas grave. On parle pas mal de contenu.
On a parlé tout au long là, du webinaire de contenu sans finalement trop l'aborder. Pareil, une idée reçue. Je crois que quand on a commencé, alors, nous sommes des anciens du web pour certains, bonjour à ceux qui se reconnaîtront. Quand on a commencé, peut-être vous, hein, vous deux, hein, Antoine et Mickaël, on parlait de 300 mots. Ouais. Il fallait 300 mots. Mmh. Après, il fallait 500 mots. Maintenant, il faut 1000 mots. Dernièrement, avec Mickaël, on échangeait sur un de nos clients. Il m'a dit, ce serait bien de faire 1500 mots. Il faut combien de mots pour être bien référencé sur un article, sur un contenu de page, sur voilà, quelle est la longueur? Bah, Vas-y, Pardon. Mickaël, vas-y. Mais en fait, alors, je vais pas dire, enfin, oui, je peux dire assez variable, mais on va avoir selon la thématique, selon la concurrence présente sur la thématique, on peut avoir besoin de faire des articles de fond, des choses très complexes, très exhaustives, même des séries d'articles sur un sujet. Donc, on va même pouvoir dépasser, si on prend la série d'articles, les 4000 mots, les 5000 mots. J'avais fait le test il y a quelques mois pour se positionner sur une expression. Et puis, on peut pouvoir, dans certains cas, avoir 300, 500 mots sur un article éditorial qui vont permettre de renforcer le positionnement. Mais viser une position avec un article, je pense qu'encore une fois, ça ne va pas être la bonne stratégie. On va parler plutôt d'un cocon, d'un ensemble, d'appuyer une expertise au travers de plusieurs petits articles, par exemple, de 300-500 mots. On va pouvoir appuyer une expertise, aborder à chaque fois une facette d'une thématique et être plus sur du 1200-1500 mots, une démarche éditoriale et même journalistique quand on va parler d'un sujet de fond, de quelque chose de complexe, qu'on va vouloir aborder un contenu avec beaucoup plus d'exhaustivité. Après, il y a d'autres aspects. Google est de plus en plus intelligent. Il va aussi pouvoir repérer quand on cherche à broder autour d'un contenu, autour d'une expression, pour absolument tenter de se positionner dessus. Ce n'est pas forcément la peine d'aller dans ces extraits-là. On peut avoir des contenus de 500 mots qui vont être très complets, qui vont apporter une vraie réponse et qui vont permettre de se positionner même sur une position zéro avec un contenu, somme toute, relativement court. C'est plus une question d'expertise, en fait, selon les expressions et selon la thématique dont on veut parler. Ok. Je rebondis sur cette notion d'expertise parce que bien entendu, l'annonceur, donc le client au final, enfin le client, nos clients d'agence, l'annonceur a souvent les bons termes. C'est-à-dire que forcément, il parle de son produit de manière parfaite, de manière experte. Antoine, juste rebondis là-dessus parce que je pense que tu as quelque chose à dire sur ce sujet en fait, et je pense que ça va donner des idées à tout le monde pour le coup. ça, c'est un petit peu un biais qu'on a souvent sur les gens qui sont experts dans leur domaine. Ils vont utiliser du jargon. Et souvent, nos clients utilisent des termes qui sont très pointus, très spécifiques. Pour quelqu'un qui est spécialiste de la thématique, peut-être il utilisera les mêmes mots, mais par contre, les internautes qui veulent acheter leurs produits dans cette thématique ou prendre leurs services vont pas les formuler de la même manière. Donc ça, c'est quelque chose qui est important et c'est pour ça qu'on se base, quand on fait des recherches sémantiques, on se base, on essaie de trouver quelles sont les expressions que tapent les internautes dans Google. C'est ce qu'on vous disait tout à l'heure avec, par exemple, les SEO mignons qui permet de récupérer les questions que les internautes se posent. En fait, on va aller analyser en fonction d'une thématique, selon la thématique du client, son domaine d'activité. On va aller regarder comment les internautes cherchent dans cette thématique pour pouvoir répondre à leurs besoins. Et pour rebondir aussi sur ce qu'il disait tout à l'heure avec Mickaël, la taille du contenu, ça va dépendre du besoin, en fait, de la question qui est posée par l'internaute. Si je demande quelle est la taille de la tour Eiffel, la réponse, elle peut tenir en un mot. Si par contre, je demande comment faire un gigot de 7 heures comme un chef étoilé, peut-être que le contenu va être beaucoup plus long. Et pour ça, d'ailleurs, je vous conseillerais un très bon outil de Samuel Schmidt qui s'appelle Sroo. Excusez mon accent, c'est THR3U. Et normalement, vous avez 10 requêtes par mois gratuites. Et en fait, ça vous permet de voir en fonction d'une expression, vous tapez une recherche sur laquelle vous voulez être positionné, une expression qui vous intéresse. Et lui, il va venir analyser les 10 premiers résultats, en fait. La première page de Google, il va analyser les 10 résultats et il va vous donner la moyenne de mots-clés. Donc, sur les 10 premiers résultats,
quelle est la moyenne de nombre de mots-clés sur chaque page. Il vous donnera le contenu le plus long, le contenu le plus court. Il vous donnera aussi une indication sur la puissance, en fait, l'autorité de chacune des pages. Et ça, en fait, ça vous permet de jauger un petit peu quel est l'effort que je vais devoir fournir pour arriver à me positionner sur telle ou telle expression. Et ça, c'est important parce que, comme disait Michael, on peut se positionner avec un seul contenu, mais des fois, il va falloir faire une grappe sémantique de contenu avec un contenu par an et plein de contenus enfants qui seront plus détaillés. Enfin, voilà, ça dépendra de la concurrence. Pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, Antoine, c'est en fait le premier indicateur, en tout cas un des premiers indicateurs qui nous donne les questions que se posent les internautes sur des sujets qui nous intéressent ou sur lesquels on veut se positionner, c'est Google. Google vous donne en fait les questions. Si on regarde les People Also Ask, les questions suggérées Google, ce sont des questions que les internautes se sont posées et régulièrement. Et de prendre ces questions-là comme des indicateurs et peut-être également d'utiliser l'outil Google Trends qui permet de voir la tendance du nombre de recherches et même de les comparer, ces requêtes sur Google, ça peut être vraiment indicateur, ça peut être des données intéressantes qu'on va mettre en face de la manière dont on pense devoir se positionner avec les jargons, avec les expressions très, très professionnelles, alors qu'en face, on va avoir des gens qui vont pas du tout se poser forcément les mêmes questions, ou pas de la même manière, vont utiliser d'autres termes. Donc, finalement, d'utiliser Google comme moteur de questions, ça peut être également une petite solution, en tout cas. Mais d'ailleurs, la notion de... Enfin, on en parle quelquefois, Michael, mais la notion de vrai concurrent. Parce qu'en fait, on peut effectivement regarder nos confrères, nos concurrents, ce qu'ils font, comment ils en parlent. Si je prends dans le domaine du web, tout le monde parle du digital, de ces éléments-là, du numérique. Est-ce que ce sont les bons termes? Est-ce que ce sont les termes qui sont cherchés par les annonceurs? Donc là, justement, toi, Michael, par rapport à ça, tu as une réflexion qui est liée sur les vrais concurrents, en fait. Qui sont les vrais concurrents Mais il y a deux, enfin, il y a même plus que deux types, mais on va avoir deux grands types de concurrents. On va avoir les concurrents commerciaux, souvent, quand on va avoir des entreprises, on va dire nos concurrents, ce sont ces personnes. Le fait étant que ces concurrents commerciaux n'ont pas forcément travaillé ni leur présence sur le web, ni les différents leviers, donc ne vont pas être finalement très présents sur le web. Et les vrais concurrents, on va avoir du Wikipédia, on va avoir des sites informatifs, des sites de presse, qui vont très très bien se positionner, souvent en plus avec des autorités de domaine et des contenus qui sont très très travaillés. Donc, il va falloir se retrouver en face de ces gens-là et on arrive avec des analyses en disant vos concurrents sur le web, ce ne sont absolument pas ceux auxquels vous pensez. Peut-être petit retour d'expérience, mais sur certains clients pour qui on a analysé justement pour voir qui étaient leurs concurrents, ils nous donnaient tous leurs concurrents commerciaux. Et en fait, quand on analysait, en fait, leur vrai concurrent, c'était la maison mère, qui était effectivement le groupe qui avait aussi son site web et qui finalement concurrençait, cannibalisait pas mal de positions. Et donc, c'était dans leur stratégie, alors je ne vais pas rentrer dans le détail, mais dans leur stratégie, ça renvoyait des contenus, enfin des contacts, pardon, vers d'autres entreprises qui n'étaient pas eux. Donc, en fait, il y avait un problème là-dessus au niveau de la cannibalisation. Donc là, c'est pareil, posez-vous la question de qui sont vos vrais concurrents. Et là, Antoine et Mickaël l'ont dit, c'est faites votre recherche sur Google. Déjà, à la base, en mode privé, vous regardez déjà ce qui se passe et après, vous pouvez utiliser des autres outils, mais déjà, à la base, regardez juste ça. Je suis désolé, on va être obligé d'avancer encore. Pardon, Antoine, tu voulais ajouter un... Ouais, non, c'était simplement pour à pas avoir de résultats personnalisés sur Google, en fait, vous pouvez ajouter end PWS égale 0 dans votre barre d'URL. En fait, ça enlève les personnalisations de Google. Donc, Okay. comme ça, il ne tient pas compte de votre historique pour afficher les résultats. Parfait. Voilà, vous avez plein d'infos aujourd'hui. J'entends aussi... attends, parce que... On nous redemande, est-ce que tu es capable de réexpliquer rapidement Through à quoi il sert ouais. En fait, il va présenter en fonction d'une requête. Vous tapez une requête, par exemple, je veux me positionner sur quel est le meilleur vin. Par exemple, je vais taper ça dans l'outil Through. Je vais mettre quel est le meilleur vin et il va me donner les 10 premières pages qui sont positionnées sur Google. Donc, les 10 premiers résultats, en fait. Et il va m'analyser la taille de leur contenu,
l'autorité en fait de ces pages-là. Est-ce qu'elles sont fortes? Est-ce qu'elles reçoivent beaucoup de liens de l'extérieur? Et en gros, ben, moi, ça va me donner une idée de l'effort que je vais devoir faire d'un point de vue sémantique. Est-ce que je fais un contenu long ou est-ce que je fais un contenu court? Et d'à peu près combien de mots? Par exemple, si la moyenne de contenu elle est à 1500, que tous les résultats de la première page, en gros, ils ont une moyenne de 1500 mots, ben, il va falloir que je fasse au moins un contenu dans ces eaux-là, quoi. Ok. Ok. Euh, on va encore avancer parce que je vois qu'il reste un quart d'heure et je pense qu'il y a des questions qui vont arriver. Thibaut, t'hésites pas à nous couper hein, pour les questions parce que là, je pense qu'on n'ira pas au bout clairement de tout ce qu'on avait dit. Je vous l'annonce. Moi, j'ai une question. Le SEO, j'entends aussi quelquefois qu'une seule prestation suffit. Qu'on fait une optimisation sur 3 mois ou 4 mois, peu importe, ou un mois, et ça fonctionne et après, on n'a plus à s'embêter. Vous en pensez quoi, messieurs? Mickaël, est-ce que si on vient chez Bluebot et qu'on te demande une prestation SEO sur un mois, tu fais quoi? Bah, on va déjà pouvoir faire un audit, c'est sûr. On va pouvoir corriger certains points bloquants, probablement selon les résultats. Mais le SEO n'est pas quelque chose de figé dans le temps. C'est quelque chose à travailler, ne serait-ce que sur la fréquence de contenu. Si la fréquence de contenu de publication sur un site baisse, Google va en tenir compte aussi. Les critères SEO varient régulièrement, deviennent de plus en plus précis. Il y en a qui viennent s'ajouter à d'autres. On a des mises à jour d'algorithmes. Donc, non, une prestation ponctuelle pour corriger, c'est un début, mais le SEO, c'est des critères techniques, ça va être de l'éditorial à développer. Donc, non, c'est quelque chose, à mon sens, qui s'inscrit dans le temps de toute façon. Antoine, tu partages, combien de temps pour que ça performe une campagne SEO? Ben, en fait, ça va dépendre des cas. On va dire au plus court, une fois que les actions ont été mises en place. Donc, par exemple, si, il y avait beaucoup de contenu à rédiger, qu'on a créé des contenus, les contenus ont été créés, implémentés, il n'y a pas de problème technique sur le site. On a des liens aussi qu'on a créés vers le site. Ben, ça peut réagir en 3 mois une fois qu'on a mis les actions. 3 à 6 mois, on va dire. 3 à 6 mois, c'est les temps minimum, en fait, une fois qu'on a mis en place des actions pour que Google les prenne en compte et qu'on voit vraiment les choses bouger et qu'on ait une stabilité dans l'évolution des stats. Mais voilà, il faut vraiment être patient. Et puis en plus, ça va dépendre, en fait. C'est un peu une réponse de Normand que je fais, je suis désolé. Mais Non, mais ça va tu as dépendre donné 3 à de la 6 mois. concurrence. Ça va dépendre de la concurrence sur la thématique. Ça va dépendre de pas mal de choses, en fait. Ouais, mais il faut être patient en SEO. Mais Mm. par contre, Non, parce que. À Pardon, la vas-y. limite, je vais poser une question peut-être un peu différemment. Ok, on ne sait pas forcément mesurer les résultats ou dire une date, mais à partir de quel moment il faut qu'on s'inquiète par rapport aux efforts? On a fait des efforts, on a produit du contenu, on a fait des optimisations techniques, on va suivre tout ça, et à partir de quel moment on doit se dire, ok, ça ne marche pas, il faut que je fasse autrement. ben, pareil, en fait, en fait on pourrait très bien faire une prestation de SEO où on va chercher des mots-clés qui vont être trop génériques et du coup, on va se casser le nez dessus parce qu'ils sont trop concurrentiels. Donc, c'est pareil, je ne pourrais pas te donner une réponse précise parce que si le travail qui a été fait, les mots-clés sélectionnés sont mal choisis, ben, on peut en fait perdre son temps ad vitam aeternam avant Mm. d'atteindre des gros mots-clés. Et ça rejoint le fait d'essayer de chercher des mots-clés de longue traîne. Donc, les mots-clés de longue traîne, c'est des mots-clés plus longs où en fait, ils vont apporter moins de trafic, mais du trafic plus qualifié et la personne sera plus enclin à convertir. Par exemple, quelqu'un qui tape voiture dans Google, il ne sait pas ce qu'il veut. Est-ce qu'il veut une image de voiture, savoir comment une voiture fonctionne? Est-ce qu'il veut acheter une voiture d'occasion? Il ne sait pas. Donc ça, c'est une requête qui, au final, n'a pas d'intérêt, et puis pourtant qui sera très concurrentielle parce qu'elle est très générique. Mais par contre, si on a quelqu'un qui tape Peugeot 208, année modèle 2020, rouge, bah là, vous voyez, c'est quelque chose qui générera beaucoup moins de trafic en termes de quantité, mais ce trafic qui sera très qualifié parce que la personne, elle est déjà avancée dans son schéma de réflexion. Et en fait, le but, quand on a un client qui débute ou qui a pour l'instant un site qui a peu d'autorité, on va aller chasser justement des expressions qui sont peu concurrentielles, mais sur lesquelles on arrivera assez rapidement à se positionner pour générer du trafic et du business. Même si c'est en petite quantité, il vaut mieux avoir peu de trafic, mais du trafic qui derrière génère de l'argent.
Parce que selon les requêtes sélectionnées, on pourrait en fait amener du trafic, mais du trafic qui n'a pas d'intérêt, quoi. Et on parle plus donc là-dessus, on ne parle plus de je veux être positionné sur 10 mots-clés. Dans ce que j'entends, en fait, on va être positionné sur un ensemble, enfin, une approche sémantique des choses. Et comme tu disais, sur fenêtre, par exemple, je prends l'exemple de la fenêtre qu'on connaît bien. Si on doit se positionner sur fenêtre, c'est un peu compliqué. Par contre, Mm. si effectivement on veut, mais ça veut dire qu'on a toutes les déclinaisons, fenêtre PVC, fenêtre aluminium, fenêtre triple vitrage, double vitrage. Donc là-dessus, Michael, enfin, j'ai la réponse, mais est-ce qu'il y a un nombre de mots-clés à suivre? Est-ce que de se dire, bah, tiens, on a telle requête comme objectif, quelle est la question que l'annonceur devrait poser à son agence pour justement bien calibrer sa prestation? Voilà. Mais en fait, il va y avoir les intentions de départ en termes de positionnement. Si on parle d'objectifs, ensuite, ça va être à l'agence d'aller chercher un petit peu plus loin que simplement les objectifs, par exemple fenêtre, voiture, comme disait Antoine. Il va falloir décliner en fait ces expressions très génériques, très concurrentielles sous toutes les déclinaisons, mais en fonction de ce que propose finalement le client. Et de là, on va arriver à des listes d'expressions qui sont suivies, qui doivent être surveillées, qui sont beaucoup plus importantes que les 10, 30, même 50 expressions de base. Il va falloir, c'est la corrélation entre l'objectif de présence, de visibilité et la pertinence des expressions, de voir ce que cherchent potentiellement les gens en face. Fenêtre PVC, PVC double, triple vitrage. Il y a les notions qui vont être connexes de confort. Je veux isoler, je vais pas forcément penser à ma fenêtre, mais je veux m'isoler du bruit, je veux m'isoler d'un point de vue thermique, je veux faire des économies. Tout ça, ça va être à développer également et conjointement au thème de base et au produit de base. Donc les termes à suivre, on voit rapidement que les expressions, ça va augmenter, ça va se démultiplier. La base, c'est de poser des objectifs, en fait. C'est de demander aux clients quels sont vos objectifs en termes d'accroissement du business. Si, par exemple, on fait 1000 visites par jour en organique et que ça nous génère 1000 euros, hein, on va prendre quelque chose de très simple. Si l'objectif de business, c'est de faire 2000 euros, eh ben, on va essayer d'apporter 2000 visites par jour sur le site. Et en fait, c'est pour ça, très souvent, c'est la question la plus importante à poser aux clients, c'est quels sont vos objectifs chiffrés et dans le temps. Donc, en termes que ce soit de trafic, de business, vraiment d'argent généré. Et du coup, le client, s'il vous dit mon chiffre d'affaires actuel mensuel, il est à 20 000, 30 000, et je veux que dans 6 mois, il soit au double, il soit à 60 000, faut y mettre les moyens, quoi. Faut trouver une stratégie qui sera adaptée à ces objectifs. Et qui peut passer par du SIA, du SEO, qui peut Voilà, passer par complètement. différentes choses. Le SEO, c'est qu'un des leviers qui peut être actionné. Tous les moyens sont bons. Après, si les leviers sont rentables, il n'y a pas à se priver, quoi. Et je vais citer Thibaut. Voilà, je rends à César ce qui appartient à César. Objectif flou, connerie précise. Je pense réellement que cette phrase, si vous la retenez, et en plus dans le Ouais. SEO, c'est que si vous n'avez pas d'objectif, n'y allez pas. 5 euros, ça sera toujours trop cher investi. Si vous avez un objectif, derrière, effectivement, il y a des indicateurs de performance. Tu en parlais déjà des leads, ça peut être un indicateur de performance, le trafic peut être un indicateur de performance, le positionnement dans les premières pages de Google sur certaines requêtes peut être un indicateur de performance parce qu'on peut travailler l'e-réputation à ce moment-là. Par contre, il y a je sais pas, les plugins qui sont sur WordPress, il y a Yoast, je crois, c'est des bons indicateurs, ça ou pas? Pour justement savoir si on est bien référencé. Alors Yoast, comme beaucoup d'outils dont on a parlé au cours du webinaire, c'est un outil. Ça va dépendre de la manière dont on l'utilise, dont on le configure. Si j'installe Yoast sur mon WordPress, c'est bien. Si je le configure mal, ça ne servira à rien et se servir juste des petits indicateurs vert, orange, rouge, ça servira finalement pas à grand chose. Alors, ça peut paraître prétentieux, mais non, mais il faut vraiment une compréhension derrière de ce que ça implique. Là où je vais et quel est mon objectif, on y revient encore une fois. Il y a un ensemble de critères techniques dans Yoast qui doivent être configurés d'une manière très précise pour éviter de se retrouver avec des problèmes techniques SEO finalement, des problèmes de pages zombies justement, d'indexation de pages totalement inutiles. Pour être concret, chacun, vous me donnez un outil que vous utilisez pour suivre vos performances SEO. Michael, l'outil que tu utilises? SEMrush. Ok.
Bon, allez voir, hein, c'est un outil. Alors, je sais plus s'il y a du freemium, je sais plus. Je sais Alors, il y a plus une si on version peut. gratuite qui est très restreinte. Il va y avoir une version gratuite, Ok, effectivement, qui permet de se faire déjà une idée de la puissance de l'outil, parce qu'on peut faire énormément de choses. Alors, on comme peut tous vite les se perdre outils, aussi dedans. on peut vite se perdre dans SEMrush parce qu'il y a énormément de fonctions complémentaires. Après, toujours à Ok, recouper avec d'autres outils pour voir un petit ok. peu la cohérence des résultats. Ouais. Antoine, justement, toi, un outil pour suivre ces performances de tes campagnes? Ça va être Yoda Insight en fait pour le marché français. Ok, C'est un outil que j'affectionne particulièrement. ok, ok, parfait. J'essaie d'être hyper rapide parce que je vois qu'il reste 5 minutes. Euh, une question qui est importante quand même, c'est le SEO local. Euh, un point, alors je sais pas qui veut répondre sur le SEO local, on prendra qu'une réponse parce que ça va être, voilà. Le SEO local, importance, qu'est-ce faut faire attention à quoi, voilà. Faut Comment le faire travailler. une, faut faire une page Google My Business. Vraiment, c'est Ok, essentiel. Euh, une page Google My Business par magasin ou par endroit, emplacement physique que vous avez. Donc, si vous avez 200 magasins en France, va falloir gérer 200 pages Google My Business. C'est beaucoup de travail, mais Mm. c'est ultra important. C'est essentiel, en fait. De plus en plus, les pages Google My Business, c'est un genre de fiche d'identité de votre magasin, agence, peu importe. Ça donne donc votre adresse, ça donne vos horaires, ça donne un descriptif de 750 caractères qu'il faut essayer de remplir au maximum, puis toujours être de bien présenter ce qu'on fait, quels sont les produits ou les services qu'on propose. Vous pouvez ajouter des services, vous pouvez ajouter des produits, vous pouvez ajouter des images de vos réalisations. Par exemple, si je suis maçon, je vais mettre des images des travaux que j'ai réalisés, que ce soit une douche, un mur ou autre. Enfin, en gros, c'est comme un réseau social professionnel qui va vous permettre d'apparaître sur certaines requêtes locales. Si par exemple vous tapez pizza ou avocat dans votre moteur de recherche Google, en fonction de votre position géographique, il va vous afficher des pizzerias, des avocats, des maçons, ou peu importe ce que vous cherchez, de façon locale. Et en général, il met une petite carte et il met les différents, une carte géographique en fait, avec votre arrondissement ou l'endroit où vous êtes, et il vous liste avec des petits points chaque élément que vous cherchez. Donc vraiment, c'est quelque chose qui peut avoir un impact très rapide cette fois-ci. Ouais. ok. Ça peut vraiment aller beaucoup plus vite que du référencement naturel parce que c'est un outil de Google et, et en gros, il est très friand de ces informations-là, quoi. Mais Parfait. c'est du SEO. Pour Mm. recouper, c'est vraiment, on est sur une notion de SEO pleine avec les fiches Google My Business. Les avis également qu'on va voir apparaître sont importants en termes de relations clients, mais permettent d'augmenter la visibilité de la fiche. Il y a plein de petits critères. Ouais. Enfin, c'est vraiment à ne pas négliger ces fiches. Ok. Thibaut, des questions ou une ou deux questions qu'on va pouvoir prendre. Désolé, messieurs, on ne pourra pas aller au bout de tout ce qu'on s'était dit, mais je pense qu'il y a des questions qui vont arriver et qui vont être dans Il ce y en a sens. plein, 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 et c'est frustrant parce que vous en avez plein sur des sujets différents qui sont déjà passés. Si je devais, alors il y en a une par exemple qui est intéressante sur de Victoria. Est-ce que finalement on a une approche différente si on fait du B2B ou du B2C en SEO? Parce qu'on sait qu'on va pas forcément être sur les mêmes volumes de requêtes. Par contre, on est peut-être sur des requêtes qui sont beaucoup plus qualifiées. Ben, ça va dépendre du domaine d'activité. On va pas toucher, alors ça dépend des domaines, mais on va pas forcément toucher les mêmes, enfin, des publics différents avec les mêmes expressions, avec le même positionnement. L'approche de base, alors, on va avoir déjà comment on va se poser les questions et comment les clients B2B ou B2C vont se poser les questions et vouloir trouver une solution par rapport à leur recherche. Après, la finalité, en tout cas, le fonctionnement de base, ça, pour moi, ça va être assez similaire initialement, en tout cas. Ouais. En SEO, c'est à peu près la même chose. En fait, c'est simplement qu'on va pas analyser la même cible. Donc, on va chercher en fait les questions d'une cible différente, mais on va quand même chercher les questions qui se posent. Voilà. En SEO, en tout cas. Après, en marketing, pas de souci. Peut-être il y aura des différences plus importantes entre le B2C et le B2B. Mais dans la stratégie qu'on utilise, c'est simplement de trouver les questions de la cible. Donc après, faut pas se tromper de cible, c'est simplement ça la chose qui change.
La présentation des résultats sera peut-être différente aussi Ouais. en B2B, puisque on l'a vu par exemple sur un projet industriel sur lequel on travaille, en fait, on s'est rendu compte que la majorité des requêtes étaient faites sur des desktops et pas sur du mobile. Ouais, complètement. C'est un truc tout bête, mais à un moment pour la présentation des résultats, ça veut pas dire que votre site doit pas être mobile, mais en tout cas, voilà, juste pour ça peut être aussi des éléments à penser, parce que la présentation de vos résultats va avoir une importance. Voilà. J'ai vu Pardon. passer aussi une question qui était intéressante. On a beaucoup parlé finalement de contenu de rédactionnel. Est-ce que c'est le seul type de contenu, j'ai ma petite réponse en me posant la question, hein. Est-ce que c'est le seul type de contenu qu'on doit avoir à l'esprit quand on fait des pages optimisées SEO, quand on est dans la rédaction web? Est-ce qu'il y a d'autres types de contenus auxquels on doit penser pour optimiser son SEO? Bah, plus une page aura de contenu, plus elle sera riche, mieux ce sera en fait. Et c'est toujours pareil, on va essayer de répondre au mieux à la réponse, à la question de l'internaute. Donc, quand je reprenais l'exemple tout à l'heure d'une recette de gigot de 7 heures, bah, peut-être que là, une vidéo va être intéressante, peut-être que aussi une infographie qui montre tous les ingrédients qu'on aura besoin pour cette recette sera utile. En fait, il faut essayer d'avoir le contenu le plus riche possible. Et bah maintenant, en fait, après, on peut utiliser différents supports, j'ai envie de dire, que ce soit du texte, de l'image, de la vidéo, de l'audio aussi. De plus en plus, on le voit sur des sites, un article qui est un peu long, bah, des fois, au tout début, on peut l'écouter sur Spotify, SoundCloud ou autre. Bah, peut-être que quelqu'un qui est au volant de sa voiture ou qui a les mains prises, qui est en train de cuisiner, ben, il préférera écouter votre contenu plutôt que de le lire. Voilà, faut vraiment s'adapter aux besoins et aux envies de vos lecteurs et de vos internautes, quoi. Et à part l'expérience utilisateur, expérience internaute, est-ce qu'il y a un impact en termes de SEO d'une image, d'une vidéo qu'on va mettre dans un article? Bah, plus la page en fait sera riche, plus mieux ce sera en fait. Plus la page sera riche, mieux ce sera. Et puis pareil, vous allez pouvoir vous positionner dans plusieurs verticales. Quand on est dans Google, sur certaines requêtes, il affiche des images, ensuite des liens web, ensuite des vidéos. Donc plus vous aurez de contenus différents, potentiellement, plus vous aurez de chances de vous positionner à différents endroits et d'avoir une visibilité plus grande. Ok, messieurs, je suis le gardien du temps également. Il est 11h03. J'ai vu que certains commençaient à partir également. Je sais, on va tous être frustrés parce qu'il y a plein d'autres sujets. Je dis à Claude pour le backlink, hein, le netlinking, t'inquiète, on va te répondre. Mais effectivement, si je commence à les lancer sur le netlinking, je sais qu'on en a pour 10 minutes encore. Donc vraiment désolé. On essaiera de vous répondre à tous peut-être individuellement. J'ai envie de vous dire, messieurs, Mickaël et Antoine, rendez-vous en 2022 à l'IRFB que l'on fera au mois d'octobre en présentiel parce que je pense qu'on a vraiment quelque chose à faire, une table ronde autour de ça. Parce que je trouve, alors, sauf si tout le monde me dit dans le chat que ça valait pas le coup, mais je pense pas parce que vu les questions, il y a plein de choses très intéressantes que vous avez données. On était très factuels, donc merci déjà à tous les deux d'avoir participé et surtout d'avoir donné autant d'informations. Moi, je me suis régalé, c'était passionnant. Et donc là, on met le petit pop-up qui arrive parce que du coup, il faut que je me dépêche. Le prochain webinar avant l'IRFD 2022, hein, n'hésitez pas, bientôt nous allons ouvrir la billetterie. Le prochain webinar le 18 novembre qui sera sur comment faciliter la vie des habitants grâce au web avec Strasbourg Eurométropole. Ça sera notre 11e webinar. Ça sera Pierre Bergmiller, responsable de la communication numérique de la ville de Strasbourg et Eurométropole de Strasbourg qui interviendra. On se réjouit de ça. Merci à nos partenaires également qui nous accompagnent depuis dans la durée sur l'IRFD. Je sais, il y en a plein. Je sais pas si tu as Voilà, Ah, voilà. magnifique. Normalement, voilà, Banque Populaire, Alsace-Lorraine, Champagne, Mulhouse, Alsace Agglomération, Carbone Café, Noisy, Rainbow, Obgérama, Pulse Média, la CIM, Besta, Imadira, Esso Décoration. Bien entendu, Blue Boat également, vous l'avez compris. Petite info, peut-être. Attention, je lance un pavé dans la mare. Peut-être que l'IRFD 2022 aura lieu à Strasbourg. Voilà, je vous le dis comme ça, on verra. Mais je lance le truc. On verra si ça sera peut-être à Strasbourg. Voilà.
Antoine, Mickaël, je vous remercie encore une fois de l'intervention. C'était top, vraiment. Désolé, on n'a pas pu aller au bout, mais promis, on fera en 2022 ensemble. Et je remercie encore une fois tous les participants qui ont répondu présent, ceux qui nous revoient également en replay, puisque le replay, vous allez l'avoir tout de suite maintenant dans votre boîte mail. Écoutez, je pense que j'ai tout dit. Je vous souhaite tous une très bonne journée et à très vite. Et puis, si vous avez des questions sur le SEO, Antoine et Mickaël sont à votre écoute. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt. Au revoir. Merci, bonne journée. Bonne journée à vous.